Bonsoir à tous. C'est sa première prise de parole depuis les propos du président de la République en réponse aux annonces en cascade de retrait des forces françaises en Afrique. Nous recevons ce soir Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président Macron en Afrique, chargé des questions de reconfiguration du dispositif militaire sur le jeune continent. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 7 novembre dernier, sur nos confrères de RFI, vous disiez « Nos partenaires africains ne souhaitent pas notre départ. Coup de tonnerre, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont annoncé le départ des forces françaises de leur territoire. » Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Marie Bockel? Avez-vous été roulé dans la farine? D'abord, je suis envoyé personnel jusqu'au 31 décembre. Donc là, maintenant, c'est une page qui s'est tournée. Mais c'est un détail, évidemment. Non, ça veut simplement dire qu'il y a eu toute une série d'évolutions. Nous sommes dans un monde en perpétuel changement. Ça se voit. Et vérité d'hier n'est pas forcément vérité de demain. Et en fait, votre question est un bon point de départ qui me permet de rappeler que la raison pour laquelle j'ai eu cette mission au début de l'année 2024, c'est que les 4 pays sur lesquels devait porter la mission, je dis devait parce qu'au Sénégal, finalement, je n'ai jamais pu la mettre en œuvre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Gabon, et bien la position des pays, de leurs responsables, des chefs d'État, était qu'on ne souhaitait pas notre départ. Et ma mission, c'était justement de voir avec ces pays comment faire évoluer très fortement l'empreinte permanente française dans le sens d'une réduction progressive avec la montée en puissance d'un autre type de partenariat en soutien des capacités souveraines de ces pays, confrontés eux-mêmes d'ailleurs, comme beaucoup de pays africains, à de nouvelles menaces. Et ça a été ça, au fond, le point de départ de la mission. Ensuite, évidemment, il y a eu des évolutions, nous allons en parler. Justement, est-ce que cette volonté de baisse drastique des effectifs français en Afrique était partagée par les chefs d'État que vous avez rencontrés en Afrique? Totalement. Le premier a été Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, puis ça a été le président Mamad Déby et en même temps, enfin quelques jours après, le président de la transition, le président Oligui du Gabon. Et chaque fois, les entretiens se sont très bien passés, dans le meilleur esprit. Nous allons à la fois acter, et ça a été repris par des prises de position publiques de ces chefs d'État après ou en même temps que j'étais présent dans leur pays, que ce qui comptait, ce n'était pas le nombre de soldats permanents dans des bases préexistantes, ce qui comptait, c'était la qualité du partenariat. Et tout mon travail avec ma petite équipe, en lien avec les présidents et leurs équipes, a été de voir concrètement quelles étaient les attentes pour améliorer la qualité du partenariat en matière de formation, en matière d'académie, d'école, en matière également d'équipement. Et ce travail s'est fait en bonne intelligence. Et d'ailleurs, il y a eu ensuite des contacts au plus haut niveau des chefs d'État, où il a été en effet, comment dirais-je, admis et reconnu que nous étions dans une démarche qui leur convenait parfaitement. Et donc, voilà, il n'a jamais été question pour moi d'imposer un point de vue français ou de dire voilà comment les choses vont se passer dorénavant, mais en même temps, je ne me suis pas caché, comme on dit, derrière mon petit doigt. On a annoncé d'emblée la perspective qui était d'aller vers une baisse de l'empreinte permanente, dans un contexte d'ailleurs, après notre départ forcé du Sahel, où on voyait bien que cette visibilité de base française était une difficulté à la fois pour nous, et qui étions de plus en plus victimes de France dégage, de manipulations en tout genre, et une difficulté évidemment pour les pays, confrontés aussi à du mécontentement, à des manipulations. Donc au fond, il y avait un consensus pour évoluer, et ce consensus, à mon avis, il a permis tout de même, en grande partie, d'arriver à une situation, somme toute, assez apaisée. Comment on passe de ce consensus-là à une situation assez radicale qu'on connaît aujourd'hui avec ces annonces? Radicale où? Précisez vos questions. On passe d'un consensus du fait de réduction drastique des bases à une fermeture totale, comme on aura en Tchad et en Côte d'Ivoire. Alors,
Je crois que si on veut être sérieux, et sur votre radio on est sérieux, il faut parler pays par pays. On y va. En Côte d'Ivoire, comme ça. Si on parle de la Côte d'Ivoire, moi je trouve que les déclarations le 31 décembre du président Ouattara me conviennent parfaitement, je crois pouvoir le dire même, à la France, dans la mesure où c'est ce à quoi nous avons travaillé, c'est-à-dire un effacement progressif, et non pas brutal du jour au lendemain, de la présence permanente au profit d'un partenariat d'une autre nature. Et il a été admis d'emblée que ce qui comptait, ce n'était pas le nombre de soldats français présents à Port-Bouët, et qu'au contraire, il fallait ivoiriser Port-Bouët. On avait même évoqué d'ailleurs la possibilité de l'officialiser fin novembre, etc. Donc au fond, le discours du président Ouattara n'est pas un discours de rupture. Il peut y avoir à un moment donné une accélération d'un processus et nous en sommes entièrement d'accord. Donc je dirais de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Et le travail a été bien préparé. Au Tchad? Le Tchad, c'est un petit peu différent parce que il faut parler franchement. Hein, je ne suis pas non plus là devant vous pour tenir la langue de bois. Lorsque j'ai présenté mon rapport qui avait vocation à devenir public et à être transmis au pays, au président Macron, le 25 novembre dernier, on a évoqué tous les pays, y compris la qualité de la discussion que nous avions suite à mon déplacement au Tchad avec ce pays, avec les responsables de ce pays. Les chefs d'État s'étaient rencontrés. Bon, il y avait eu pendant l'été un froid lié à la question des biens mal acquis. Qui avait créé une incompréhension chez le partenaire tchadien. Mais évidemment, le président français lui a expliqué, comme chaque fois qu'on est confronté à cette question des biens mal acquis, que nous avons une justice indépendante, que pour nous, ça n'est pas une affaire de qualité de la relation entre les pays, entre les exécutifs. Et je dois dire d'ailleurs, pour l'avoir moi-même rencontré le président Déby à Villers-Cotterêts au moment du sommet de la francophonie, alors qu'il avait vu le président Macron longuement la veille, qu'à ce moment-là, et nous sommes quand même début octobre, la relation est de bonne qualité, la perspective de partenariat nouveau en matière de défense est assez clairement consensuelle. Et le 25 novembre, encore une fois, quand je vois le président Macron pour lui remettre mon rapport, on ne voyait pas de difficulté. Et quand il y a eu donc ce communiqué de presse 3 jours après, juste après le passage du ministre Barrot, très honnêtement, cela nous a surpris. Et cela m'a surpris, cela a surpris le président. C'est un coup de sang de sa part. Vous parlez de la part de qui? Du président Déby. Moi, je n'ai pas comment dirais-je, à exprimer un point de vue sur les positions souveraines d'un pays souverain. Et donc, moi, je lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Simplement, ce que je vous ferai observer, c'est que, premièrement, la réaction française a été immédiatement de dire « nous prenons acte » et nous respectons. Deuxièmement, de commencer le processus de départ en bon ordre et en bonne entente. Donc nous n'avons en quelque sorte rien à nous reprocher. Et si vous me demandez le fond de ma pensée, le fond de ma pensée, c'est que on avait bâti, à la demande de nos amis tchadiens, et je suis bien placé pour le dire, un processus de réduction importante sur les 3 bases existantes, avec une évolution du partenariat dans les domaines que j'évoquais tout à l'heure, sur la formation, le soutien, l'entraînement, le renseignement, etc., et les équipements également. Certains ont pu dire qu'il ne s'était ensuite rien passé après qu'il y ait eu ce point d'accord en début d'année. Ce n'est pas vrai, naturellement. Il s'est passé qu'un travail important s'est fait entre les responsables des 2 pays sur tous les aspects où des demandes avaient été formulées. Donc, au fond, le climat était vraiment de bonne qualité. Donc, à partir de là, il y a eu donc, en quelque sorte, cette demande nouvelle que nous respectons, et qui va d'ailleurs dans le sens général de ma mission. C'est ce qu'a d'ailleurs dit le président Macron lors de la conférence aux ambassadeurs. Justement. On va y revenir bien sûr avec ses mots à lui, mais que, au fond, pour nous, si un pays veut aller plus vite dans un effacement
de la présence permanente, eh bien, nous, ça nous convient. Il n'y a pas de difficulté côté français. Nous avons toute une série de partenariats qui sont par ailleurs en instance avec un certain nombre de pays, y compris sur les questions de défense. Donc, à partir du moment où nos amis tchadiens souhaitent un départ, disons, rapide, eh bien, il y aura un départ rapide. Jean-Marie Bockel, lorsque vous regardez le continent africain que vous connaissez très bien avec la montée du souverainisme, concrètement, ce n'était pas mieux, dès le départ, d'annoncer la fermeture des bases françaises sur le continent? Alors ça, vous savez comment ça s'appelle, ce que vous faites? Dites-moi. Ça s'appelle refaire l'histoire après coup. C'est un travers que nous avons tous, hein, mais comme je le dis souvent, on n'a pas la machine à remonter le temps. Si on l'avait, on se mettrait dans l'état d'esprit dans lequel... Je ne conteste pas ce que vous êtes en train de dire. Sachant ce que nous savons aujourd'hui, il eût été préférable. Mais sauf qu'à l'époque, nous étions dans un contexte de relations avec des pays amis, où la question du partenariat de défense existait de longue date, et où il n'y avait, et je suis bien placé pour le dire, aucun souhait qu'il s'arrête. S'il y avait eu le moindre signe dans ce sens, c'était une autre histoire. Qu'ensuite, les points de vue aient évolué, y compris, je dirais, peut-être sous la pression des événements, du contexte, d'un certain état de l'opinion africaine, de volonté de tourner la page de ce qui apparaît comme des restes de colonialistes ou d'attitudes post... Pas de problème avec ça, sauf que c'est nouveau. Ce n'était pas l'état d'esprit du début de la mission. Mais au fond, le point de lien entre les deux, c'est que le début de ma mission et l'esprit de ma mission, et la raison pour laquelle j'ai été missionné, c'est d'aller dans cette direction, c'est-à-dire dans le sens d'un effacement progressif vers d'autres types de partenariats, donc de tourner une page ensemble. À un moment donné, il y a une accélération, nous l'acceptons, mais ça n'enlève rien à la pertinence du point de départ de la démarche. Imaginez un instant, et là moi je parle très librement, qu'à l'époque nous soyons allés dire, et là il n'y aurait pas forcément eu besoin d'un envoyé comme moi-même, ça aurait pu se faire par les voies diplomatiques normales, nous partons rapidement. Parce que nous pensons que le moment est venu, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, mais quelle arrogance! Mais c'est encore la France qui vient nous dire ce qui est bon pour nous, ce qui doit être notre avenir, alors que vous avez été là pendant tant d'années, que nous avons structuré également... je ne peux pas m'exprimer à la place d'un pays, mais j'imagine que nous avons structuré notre outil de défense et nos capacités souveraines en tenant compte de cette réalité de la présence française, et maintenant vous venez... Mais on aurait été fustigés. Donc, somme toute, moi je pense, et j'en ai la conviction, parce que, encore une fois, je n'analyse pas l'état d'esprit il y a un an avec ce que nous savons aujourd'hui, que notre démarche était une bonne démarche. Après, dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme prévu au départ. Et au fond, la politique, et y compris la géopolitique, c'est de savoir s'adapter aux attentes de l'interlocuteur et du partenaire. Ce que vous dites est assez intéressant. Est-ce qu'au départ, dans vos discussions, certains chefs d'État vous ont exprimé ces craintes-là que vous évoquez en termes d'organisation, de système de défense, en tenant compte de la présence française qui existe depuis... Mais oui, mais enfin, je ne peux pas parler, je n'ai pas à parler au nom des chefs d'État. Donc je ne répondrai pas à cette question de cette manière-là. Mais si on réfléchit un peu à un pays comme... Tous ces pays, d'ailleurs, dont nous parlons, pendant des décennies, se structurent à partir de la réalité de ces bases, qui évoluent, qui d'ailleurs diminuent en force, en nombre de personnel permanent, mais restent présentes, y compris dans l'imaginaire d'ailleurs. Et donc, naturellement, quand je vais les voir, la question qui se pose, qu'ils se posent, et qu'ils sont en droit de me poser. Je ne dis pas qu'ils me l'ont posé, mais c'est un peu dans toile de fond dans les échanges. C'est est-ce que vous nous laissez seuls sur ces sujets ou est-ce que vous restez un partenaire? Et moi je dis oui, nous restons un partenaire et nous devons co-construire ensemble ce que sera le partenariat de demain. Et ce message est très bien passé dans les 3 pays où je suis allé. Je ne suis pas allé au Sénégal, parce que il y avait le processus électoral. Ouais. D'ailleurs, j'ai lu dans certains journaux ou interviews qu'on faisait état de l'envoyé Bockel qui ceci, cela. Rien du tout.
Rien du tout. Nous n'avons pas traité le Sénégal. Nous avons été totalement respectueux du souhait de nos amis sénégalais que cette question soit revue plus tard. Et ensuite, il y a eu les déclarations du président qui, d'emblée, ont été considérées comme une feuille de route que nous allions respecter. Et donc, il n'y a jamais eu de discussion entre les autorités sénégalaises et françaises sur une question de désengagement des forces françaises? À mon niveau, jamais. Puisque ça n'a jamais pu s'enclencher par respect d'un processus électoral. Nos amis sénégalais nous ont dit clairement, et ça a été dit clairement lorsqu'ils sont venus à Paris autour du président sénégalais en juin dernier, qu'il fallait nous laisser le temps, il fallait attendre la fin du processus électoral, point de vue que nous avons naturellement compris et respecté. Très bien, le président Macron s'est exprimé devant les ambassadeurs ce lundi avec des propos qui ont créé un peu la polémique. On va l'écouter, je vous laisse réagir. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent « c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître ». Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Jean-Marie Bockel, le Tchad considère qu'il y a une forme de mépris. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko va plus loin en déclarant que si les soldats africains, quelquefois mobilisés, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Est-ce que le président Macron a été un peu maladroit sur ce sujet? Vous qui avez tout été touché personnellement dans votre chair par ces interventions militaires en Afrique, est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'ingratitude de la part des dirigeants africains aujourd'hui? Je pense qu'il ne faut pas mélanger deux choses dans le propos du président Macron. Là, vous avez passé l'extrait sur la présence au Sahel et notre départ du Sahel. C'est un sujet distinct de notre relation avec les 4 pays, dont le Tchad, avec lesquels nous avions encore aujourd'hui cette présence militaire. Sur ce qu'a dit le président Macron concernant l'intervention au Mali et donc la manière dont ça s'est passé, je n'ai pas un mot à ajouter ou à enlever à ce qu'il a dit. Et c'est bon de temps en temps de le rappeler. Parce que autant les pays dont nous avons été chassés sont des pays souverains, où j'ai gardé moi-même beaucoup d'amis, et je pense que l'histoire n'est pas terminée, mais nous sommes aussi un pays souverain. Hein, et croyez-moi, il a fallu aussi, à l'époque de la décision du président Hollande, perpétuée par le président Macron, expliquer à l'opinion française pourquoi nous étions là-bas, pourquoi nos soldats mouraient là-bas pour un certain nombre de valeurs. Et croyez-moi, vous faisiez allusion à mon histoire personnelle, je peux vous dire qu'ils étaient là-bas pour des valeurs et non pas par esprit colonial ou néocolonial, croyez-moi, et aussi par amour des frères africains et des menaces auxquelles ils étaient confrontés. Donc là, c'est pas parce qu'on est dans une période un peu glaciale à certains égards qu'il faut omettre cette séquence. Et que le président Macron l'ait rappelé avec les mots qu'il a employés, moi je n'ai encore une fois rien à ajouter. Je peux même vous dire d'ailleurs que d'une certaine manière, pour les familles concernées, mais je ne veux pas parler uniquement pour les familles, je veux parler plus généralement aussi comme Français, ça nous a fait du bien de l'entendre. Hein. Et au fond, ça existe aussi. Hein. Nous n'existons pas que par rapport au regard africain, il y a aussi le regard français. Hein. Il vaut autant. Il ne vaut pas plus, il ne vaut pas moins, mais il ne vaut autant. Moi, je ne suis pas dans la repentance, moi, je ne suis pas dans la réécriture permanente de l'histoire. On doit assumer notre histoire. Quand j'étais secrétaire d'État à la Défense et que j'avais été notamment
présent à Dakar pour la commémoration des 150 ans des tirailleurs sénégalais, qui avait été organisée d'ailleurs par les responsables sénégalais à l'époque. J'avais évoqué cette histoire que nous avons en partage et qui, effectivement, à certains moments, a contribué à notre liberté. Nous sommes les premiers à le rappeler. D'ailleurs, soit dit en passant, nous n'avons pas rappelé autre chose et le président Macron n'a pas dit autre chose pendant les commémorations du 15 août, du débarquement de Provence, et où la première armée française était dénommée, et pas pour rien, l'armée d'Afrique. D'ailleurs, mon père était sous-lieutenant dans cette armée d'Afrique et ses camarades étaient d'Afrique du Nord, d'Afrique, etc. Il a rappelé cet apport. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, puisque c'était une période un peu de froid pour les raisons que j'avais rappelées tout à l'heure, le président tchadien, pour les raisons qui lui sont propres, n'était pas venu. D'autres présidents africains étaient présents et l'ont entendu le dire. Ça, c'est juste quelque chose qu'il est bon de rappeler en passant, et donc je pense nous avoir répondu clairement. Notamment le président gabonais qui était présent à ces commémorations. Tout à fait, et c'est tout à son honneur. Justement, on parlera du Gabon. Quelle est la situation aujourd'hui avec ce pays concernant cette mission qui vous a été confiée et qui a pris fin le 31 décembre, comme l'évoquait? Alors, moi, je ne pense pas, à titre personnel, être soupçonnable de complaisance vis-à-vis de la vie politique intérieure gabonaise. Tout le monde sait que mes propos du temps où j'étais ministre de Sarkozy sur la France-Afrique avaient profondément déplu à l'époque à quelques chefs d'État, dont le regretté et tout à fait estimable Omar Bongo, mais j'assume néanmoins d'avoir dit cela à l'époque. Et donc, je vous rappelle juste ça pour vous dire que vis-à-vis de la vie politique gabonaise, à titre personnel, je suis un homme libre. Et c'est important de le dire, puisque moi je n'ai plus d'agenda politique. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle on m'a proposé cette mission d'envoyé personnel, bénévole, je le rappelle, c'est parce que je suis quelqu'un de libre, et comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, qui connaît un petit peu le continent et qui aime le continent, et pas seulement le continent, mais également ses habitants. Parce que quand on n'aime pas, quand on n'a pas cette dimension charnelle, cette dimension de respect, mais également d'affection, on ne mène pas bien une telle mission. Et donc je reviens à votre question sur le Gabon. Eh bien, le Gabon est un pays libre et souverain. D'ailleurs, le président de la transition a des relations également avec d'autres puissances, des puissances amies, parfois des puissances avec lesquelles on peut être dans une relation plus compliquée. Et c'est parfaitement son droit. Mais, de ce qu'il m'a dit, chaque fois que je l'ai rencontré, il considère que le partenariat avec la France dans le soutien à sa volonté de renforcer les capacités de défense souveraine de son pays sur les enjeux spécifiques du Gabon, qui ne sont pas les mêmes que ceux des pays du Sahel, est pour lui important, et comme je l'ai dit toujours, comme nous le disons, pas exclusif d'autres partenariats qu'il peut y avoir. Mais sur le Gabon, l'enjeu, par exemple, de la protection de la forêt, l'enjeu d'écoles, de formation, de garde, qui ne sont pas que dans une dimension sécuritaire, mais aussi, si nécessaire soit-elle, mais aussi une dimension de prévention, de formation, d'explication sur cet enjeu majeur, y compris d'ailleurs pour le Gabon, son attractivité, son tourisme, mais aussi pour la planète, en quelque sorte. L'enjeu également du golfe de Guinée, avec tous les enjeux sécuritaires, de piraterie, mais aussi de menaces en termes d'arrivée massive, de drogue, faisant étape pour aller ensuite vers le nord. Toutes ces questions-là, c'est des questions sur lesquelles il y a, du point de vue de la démarche souveraine du Gabon, un certain nombre d'évolutions nécessaires sur lesquelles le Gabon est demandeur de partenariat respectueux de cette souveraineté. Et ça, c'était l'état d'esprit du premier contact que j'ai eu avec le président Oligui. C'est l'état d'esprit du contact qu'il a eu le 31 mai et le 1er juin. Et j'avais eu l'occasion encore de le rencontrer avant pour bien préparer jusque dans le détail, parce que le diable est souvent dans les détails, le contenu de ce que pouvait être ce partenariat au-delà de la présence en baisse forte, mais de soldats français. Et ces contacts se sont, au niveau des chefs d'État, très bien passés. Et jusqu'à nouvel ordre, si je puis dire, nous sommes là, toujours aujourd'hui, dans une relation de bonne qualité. Il y a aussi une gabonisation du camp Charles de Gaulle à Libreville qui se fait progressivement, mais encore une fois dans le meilleur esprit de partenariat que ma mission a contribué, je l'espère, à mettre en place. Et donc il n'y a pas aujourd'hui de réduction drastique envisagée dans ce pays-là? Ah ben si, bien sûr. Mais elle est estimée à quelle hauteur? Non, mais moi je ne donne jamais de chiffres. De toute façon, ils ont tous circulé, etc. Mais moi je ne les donne pas. Mais elle est drastique et consensuelle.
hein. Mais entre une diminution drastique et la fin d'un partenariat, il y a toute la différence entre un effacement progressif et le maintien de ce sur quoi nous sommes tombés d'accord à la demande du pays et conformément à ses attentes et dans le respect de sa souveraineté et en soutien également du renforcement de sa souveraineté en matière de défense. C'est ça l'état d'esprit et ça fonctionne. Jean-Marie Bockel, dans une interview au journal Le Monde, le président sénégalais considérait que la présence militaire d'une force étrangère dans un pays souverain était une anomalie. Est-ce que quand vous prenez du recul, vous-même vous dites c'est un peu baroque de voir des forces françaises aujourd'hui en Afrique? Je n'ai pas besoin de prendre de recul. On ne peut être que d'accord avec le caractère anachronique de présence militaire permanente. La question, c'est pourquoi ça a duré si longtemps? Et ça, c'est une histoire à écrire et qui est intéressante. Et on verra d'ailleurs en l'écrivant qu'il ne s'agit pas de fustiger la France. Hein, il y a tout un chemin, avec parfois des heures glorieuses, parfois des aspects qui étaient, avec le recul, critiquables, et dont nous avons fait avec les pays l'analyse aujourd'hui de manière tout à fait concertée. Mais comment sortir d'une situation anachronique, je dirais, en préparant le monde qui vient avec le partenaire? Est-ce que c'est en claquant la porte? Je pense que ce n'était pas la bonne attitude, car ça aurait été renier et nier tout ce que nous avons fait ensemble dans ce contexte si particulier. Mais ça n'est pas non plus de considérer, comme certains peuvent le penser ou ont pu le penser en France, c'était mieux avant, il faut garder cette présence, cette influence, ce terrain de jeu, etc., ou de manœuvre, que sais-je encore. Ça, c'est l'esprit d'hier. Et donc ça doit changer. Et donc le point de vue sénégalais, il est totalement respectable. Quelques mois avant, lorsque le président Macron avait laissé entendre que nous étions tout à fait prêts à partir, il lui a été répondu « Donnons-nous le temps de la réflexion ». Et nous avons été d'accord. Et le temps est passé. Et aujourd'hui, nous avons eu la réponse de nos amis sénégalais. Et cette réponse, évidemment, nous la respectons sans aucune difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut être d'accord avec une déclaration, mais en même temps, assumer que dans une relation de qualité historique avec ces pays, eh bien, il est préférable de préparer le monde d'après où il y aura évidemment forcément un moment ou un autre, plus ou moins proche, plus de base, en bonne intelligence, et encore une fois, dans le respect des processus de renforcement des capacités souveraines en matière de défense de ces pays, qui d'ailleurs, parfois pour certains pays, et là je ne cite aucun pays, mais c'était vrai notamment du Sahel, avaient vu ces capacités de leur fait. Et là, nous n'avions pas de base permanente, fortement réduite, ce qui les a rendus très fragiles lorsqu'il y a eu les attaques djihadistes, d'où l'intervention d'ailleurs de 2013. À leur demande. Ce qui veut dire que ces capacités souveraines, avec les menaces qui arrivent, les nouvelles menaces, souvent au nord, y compris dans les 4 pays, enfin notamment dans 3 d'entre eux, puisque le Gabon, la situation, comme je viens de le rappeler, est différente, eh bien, c'est des choses qui se préparent. On n'est pas un partenaire historique, y compris sur des aspects qui sont liés au passé, respectueux de ce partenariat, si on dit simplement, ah ben voilà, le monde a changé, parce qu'on n'a pas évoqué évidemment toute la dimension un petit peu de manipulation de l'information par un certain nombre comment dirais-je, d'interlocuteurs ou de concurrents agressifs, mais tout ça évidemment a certainement contribué à une accélération de la nécessité de changer en quelque sorte le format. Pensez-vous avoir réussi votre mission? C'est trop tôt pour le dire. Il y a des éléments de il y a eu des éléments de réussite incontestables, et je remercie d'ailleurs le président de l'avoir souligné et de m'en avoir d'ailleurs publiquement remercié. Il y a des éléments et des pays sur lesquels je ne connais pas encore la fin de l'histoire. Et on saura dans quelques mois, voire plus, si ma mission a apporté quelque chose ou pas, ou a simplement contribué à accélérer un processus qui, de toute façon, devait avoir lieu. Et puis, sur le Sénégal, je le répète, ma mission n'a pas porté sur le Sénégal. Donc là-dessus, je n'ai pas de jugement à porter lié à ma mission. Donc pour le moment, je suis, disons, j'ai le sentiment du devoir accompli. J'ai le sentiment que j'étais à un moment donné, je le dis en toute modestie, en toute humilité, la bonne personne au bon moment sur une mission très particulière. Peut-être que j'aurais pu faire mieux. Peut-être que dans la marge de manœuvre qui a été la mienne,
on aurait pu réunir des conditions qui m'auraient permis de faire mieux. Mais vous savez, rien n'est parfait sur Terre, et donc au total, voilà, j'attends pour voir. Et pour le moment, ma réponse est en quelque sorte, il y a du positif, c'est certain. Pour le reste, on verra. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Romain Clicquot de Menc à la réalisation. Bonne soirée et à demain.